Tu es sérieuse, Camille? Moi? Faire semblant d'être ton petit ami? Sa voix claqua comme un fouet, fendant l'air telle une lame affûtée, et son monde s'effondra en quelques secondes, se fragmentant en mille éclats invisibles. Une décision désespérée, née de la plus pure intention de protéger, mais prise sous la pression écrasante d'un mensonge innocent, était sur le point d'exploser en une humiliation publique dévastatrice, un scandale qui menaçait de tout consumeur. Mais, tel un éclair dans un ciel serein, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui défiait toute logique et toute raison, était sur le point de changer le cours des choses, renversant la donne d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds, non pas comme un faux pas, mais comme si la terre elle-même s'ouvrait pour l'engloutir. L'air se raréfia dans ses poumons, chaque respiration un effort atroce, comme si l'oxygène était devenu un luxe inatteignable. Les mots de Julien, prononcés avec une froideur presque amusée, un sarcasme voilé qui la blessait plus que n'importe quel cri, résonnaient encore dans la pièce, lourd, cruel, vibrant dans chaque fibre de son être. Il n'y avait plus de larmes à verser, le puits s'était asséché, remplacé par un vide glacial qui s'installait dans sa poitrine, une torpeur effrayante qui anesthésiait la douleur aiguë, mais laissait une trace de désolation. Elle regarda l'homme en face d'elle, les yeux fixes, mais sans vraiment le voir, comme si son image était déformée par un voile de désespoir. L'humiliation était un manteau invisible, mais si dense, si lourd, qu'il semblait l'écraser, l'étouffer, lui ôtant toute capacité de réagir. Il ne percevait pas, ou feignait de ne pas percevoir, le colossal désastre qu'il venait de provoquer, la dévastation que ces mots avaient engendrée. Sa respiration était superficielle, presque imperceptible, un fil ténu de vie, un effort minimal pour rester debout, pour ne pas s'effondrer là, sur le champ. Sa dignité, autrefois un pilier inébranlable qui la soutenait au milieu des adversités, s'émiettait maintenant en minuscules fragments, tombant silencieusement à ses pieds, comme du sable entre les doigts. Le temps s'arrêta, figé dans cet instant de pure désolation, un moment éternel de douleur et d'impuissance. À 28 ans, Camille portait sur ses épaules le poids d'une résilience forgée par des années de sacrifices ininterrompus et de responsabilités qui l'avaient fait mûrir prématurément. À Nantes, la ville qui pulsait de vie et d'indifférence, un creuset d'opportunités et de défis, elle était l'ancre inébranlable de sa petite famille, le pilier qui empêchait tout de s'écrouler. Sa mère, Élodie, à la santé fragile comme du cristal et au cœur pur qui irradiait la bonté, dépendait d'elle pour presque tout, des tâches les plus simples aux décisions les plus complexes. Sa sœur cadette, Claire, était sur le point de se marier, un événement qui aurait dû être le couronnement d'un rêve, l'apogée du bonheur, mais qui s'était transformé en un cauchemar silencieux pour Camille, une toile d'anxiété et de peur. La famille du fiancé de Claire, Thomas, traditionnelle et avec des attentes sociales élevées, avait créé une toile de mensonges innocents, mais dangereux, qui menaçait maintenant de les étouffer tous, les piégeant dans un piège d'apparence. Élodie, dans son désir ardent de voir ses filles heureuses et bien établies, avait inventé un petit ami pour Camille, un très bon jeune homme qui travaillait avec elle, pour apaiser les questions insistantes et les regards curieux de la matriarche de la famille du fiancé, Madame Dubois, une femme aux principes rigides et au regard perspicace. Camille travaillait comme assistante personnelle pour Julien Moreau, un entrepreneur du secteur technologique, un homme au succès retentissant, mais d'une froideur presque clinique, une muraille impénétrable de professionnalisme. Sa vie était un emploi du temps méticuleux, chaque minute planifiée, chaque tâche exécutée avec une précision chirurgicale, et ses sentiments, un mystère insondable, gardés sous cette verrou. L'appartement luxueux du centre-ville de Nantes, où Camille passait la majeure partie de ses journées de travail, était le reflet exact de son propriétaire, impeccable, organisé dans les moindres détails, mais dépourvu de toute chaleur humaine, un environnement stérile et impersonnel. Camille était l'engrenage parfait de cette machine complexe, efficace, discrète, toujours un pas en avance sur les besoins de Julien, anticipant chaque désir, chaque demande. Elle était fière de son professionnalisme impeccable, de sa capacité à gérer l'agenda complexe de son patron, à tout maintenir en ordre, à être la personnification de la compétence. Mais, pour Julien, elle n'était qu'une employée, une pièce remplaçable sur son échiquier corporatif, sans aucune valeur au-delà de ses fonctions. L'approche du mariage de Claire, qui aurait lieu à Lille, intensifiait l'angoisse de Camille, la transformant en une boule de nerfs. Le mensonge concernant le petit ami avait grandi, prenant des proportions gigantesques, et maintenant la grand-mère de Thomas, Madame Dubois,
une figure imposante et curieuse, réputée pour ne rien laisser passer, exigeait de rencontrer elle heureuse élue, au mariage même. Claire, désespérée, avait appelé Camille la veille au soir, la voix étranglée par les pleurs, un sanglot qui fendait le cœur. « Camille, s'il te plaît, aide-moi. Mamie Dubois n'arrête pas de poser des questions. Je ne sais pas quoi faire. Si elle découvre que maman a menti, ce sera un scandale, une honte que nous n'oublierons jamais, et maman ne le supportera pas, sa santé est si fragile. » La pression était insupportable, un poids écrasant qui l'étouffait. Camille sentait le poids du bonheur de sa sœur et de la santé fragile de sa mère entre ses mains, une responsabilité qui la consumait. Elle avait besoin d'un miracle, d'une solution désespérée, d'un petit ami pour demain, un sauveur qui pourrait les tirer de ce pétrin. Ce matin-là, alors qu'elle organisait les derniers détails du voyage de Julien pour une conférence internationale, Camille rassembla tout son courage, chaque goutte de bravoure qui lui restait. C'était une idée absurde, frôlant le ridicule, mais la seule qui lui restait, la dernière carte dans un jeu perdu. Elle attendit le bon moment, quand Julien était sur le point de partir, le visage impatient, l'esprit déjà tourné vers ses prochains rendez-vous, vers ses affaires millionnaires. D'une voix tremblante, mais ferme, elle exposa sa situation, le mensonge innocent de sa mère, le désespoir de sa sœur, le besoin urgent d'un accompagnateur pour le mariage, un rôle que lui seul pouvait remplir. Elle demanda, avec la dignité qui lui restait, que lui, Julien, fasse semblant d'être son petit ami pour un week-end, un sacrifice minime pour lui, mais le salut pour elle. Le silence qui suivit fut assourdissant, un vide qui engloutit l'air. Julien la regarda, non pas avec colère, mais avec une incrédulité froide, presque amusée, un amusement cruel. Un sourire moqueur flotta sur ses lèvres, un geste qui la blessa profondément. « Tu es sérieuse, Camille ? Moi ? Faire semblant d'être ton petit ami ? C'est ridicule. J'ai mieux à faire que de participer à tes farces familiales, à tes drames de séries télévisées. » Ces mots, coupant comme des lames affûtées, l'atteignirent de plein fouet, déchirant son âme. L'humiliation était complète, publique, et la douleur, atroce, une blessure ouverte qui saignait en silence. Le sourire moqueur de Julien était une image gravée au fer rouge dans l'esprit de Camille, une cicatrice invisible qui brûlait. Elle sentit son visage s'embraser, non pas de honte, mais d'une rage contenue, une indignation silencieuse qui bouillonnait sous la surface de son calme, menaçant d'exploser à tout moment. Cet homme, si distant dans son monde de privilèges inatteignables, n'avait pas la moindre idée de l'abîme de désespoir dans lequel elle se trouvait, de la profondeur de son angoisse. Pour lui, c'était une demande ridicule, une gêne triviale dans son emploi du temps impeccable. Pour elle, c'était la dernière lueur d'espoir de protéger sa famille d'une humiliation qu'Élodie, sa mère, au cœur fragile et à la santé affaiblie, ne supporterait pas. Camille inspira profondément, un effort conscient pour contrôler le torrent d'émotions qui menaçait de déborder, l'engloutissant complètement. Elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer là, devant lui, de montrer le moindre signe de faiblesse. Ce moment, le rejet froid et direct, ne faisait que solidifier la perception qu'elle avait déjà, une vérité amère qui l'accompagnait depuis longtemps. Dans le monde de Julien, elle était invisible, jetable, une ombre sans importance. Depuis son plus jeune âge, Camille avait appris à être forte, à ériger des murs de résilience autour d'elle. La perte précoce de son père, un coup dévastateur qui avait ébranlé les fondations de sa famille, avait forcé Élodie à assumer le rôle de chef de famille, mais la santé fragile de sa mère l'avait rapidement placée dans une position de vulnérabilité, la rendant dépendante. C'est Camille qui, encore adolescente, avec l'innocence de la jeunesse, mais la responsabilité d'une adulte, avait pris les rênes, travaillant à des petits boulots épuisants, étudiant le soir à la faible lumière d'une lampe, toujours avec l'objectif inébranlable d'offrir un avenir meilleur à Claire et d'assurer le confort et la sécurité d'Élodie. Elle avait sacrifié ses propres rêves, ses propres passions, au nom de sa famille, les enterrant dans un coin oublié de son âme. La faculté de stylisme, un désir chéri depuis l'enfance, un rêve coloré et vibrant, était resté en arrière, remplacé par des formations techniques et des emplois qui payaient à peine les factures, mais qui assuraient le gagne-pain. Elle ne l'avait jamais regretté, car le sourire de sa mère et la joie de Claire étaient sa plus grande récompense, son unique consolation. Mais à chaque nouveau sacrifice, une petite partie de Camille s'éteignait, laissant une trace de mélancolie silencieuse, une tristesse voilée qui l'accompagnait.
La vie à Nantes était une bataille quotidienne, une lutte incessante pour la survie. Le loyer serré, les factures qui ne cessaient d'arriver, s'empilant sur la table de la cuisine, les médicaments d'Élodie, les études de Claire, tout retombait sur les épaules de Camille, un fardeau lourd qui la courbait. L'emploi chez Julien, bien qu'exigeant et impersonnel, dépourvu de toute chaleur humaine, était sa bouée de sauvetage financière, la seule planche de salut dans une mer de dettes. Il payait bien, et c'était tout ce qui importait, le seul critère qu'elle pouvait considérer. Elle se dévouait corps et âme, recherchant la perfection dans chaque tâche, dans chaque détail, dans l'espoir que sa compétence la rendrait indispensable, irremplaçable. Mais l'indifférence de Julien était une muraille infranchissable, une barrière qu'elle ne parviendrait jamais à briser. Il la voyait comme une machine, un outil, non comme une femme avec des rêves, des peurs et un cœur qui saignait en silence. Cette demande, faite avec tant de difficulté, avec tant de courage, était la preuve finale qu'elle n'existait pas pour lui au-delà de ses fonctions, de son rôle d'assistante. Camille retourna à son bureau, le corps lourd comme du plomb, l'esprit en plein tumulte, tourbillonnant dans un tourbillon de pensées. Le rejet de Julien n'était pas seulement un non à sa demande. C'était un non à sa douleur, à son humanité, à son existence même. Elle sentit une pointe de ressentiment, un sentiment amer qu'elle se permettait rarement de ressentir, mais qui l'envahissait maintenant avec force. Comment pouvait-il être si indifférent à la souffrance d'autrui? Si encapsulé dans sa bulle de privilèges, dans son monde doré? Elle regarda son téléphone, le contact de Claire clignotant à l'écran, une lumière qui lui rappelait sa responsabilité. Comment annoncerait-elle la nouvelle à sa sœur? Comment expliquerait-elle que la dernière lueur d'espoir avait été écrasée par l'indifférence froide d'un homme riche et puissant? L'image d'Élodie, avec ses yeux pleins d'espoir et sa foi inébranlable, surgit dans son esprit, et une nouvelle vague de désespoir la frappa, l'étouffant. Elle ne pouvait pas les décevoir. Elle ne pouvait pas permettre que le bonheur de Claire soit entaché par un mensonge qu'elle-même avait aidé à construire, un château de cartes sur le point de s'effondrer. L'après-midi s'étira, chaque minute une éternité, chaque seconde un martyr. Camille tenta de se concentrer sur son travail, mais les mots de Julien se répétaient dans sa tête, une torture silencieuse, un écho constant. Elle se sentait acculée, sans issue, comme un animal blessé pris au piège. L'idée d'avouer la vérité à la famille du fiancé de Claire, d'exposer le mensonge d'Élodie, était insupportable, une perspective qui la faisait trembler. La honte serait accablante, un tsunami d'humiliation, et l'impact sur la santé de sa mère, imprévisible, un risque qu'elle ne pouvait pas courir. Elle se souvenait des histoires qu'Élodie racontait sur Madame Dubois, une femme aux principes rigides, qui valorisait l'honnêteté par-dessus tout, une figure imposante. Si la vérité éclatait, le mariage de Claire pourrait être en péril, s'effondrant avant même de commencer. Et Camille ne pouvait pas permettre cela. Elle était la protectrice, la résolveuse de problèmes, la forteresse de sa famille. Mais, cette fois, elle était seule, sans ressources, sans espoir, au bord du précipice. Le poids de la responsabilité était écrasant, et la solitude, un fardeau insupportable qui la consumait de l'intérieur. La nuit tomba, s'étirant avec une lenteur torturante, tel un voile sombre qui recouvrait la ville. Camille était dans son petit appartement, un refuge modeste, mais rempli d'affection, l'odeur de la cuisine maison d'Élodie flottant dans l'air, un arôme qui, normalement, apporterait du réconfort, mais qui était maintenant un contraste doux amer avec la tempête qui se formait en elle. Claire, inconsciente de la profondeur du désespoir de sa sœur, avec l'innocence et la joie de celle qui est sur le point de réaliser un rêve, parlait avec animation des préparatifs du mariage, des détails de la robe de mariée, de la liste des invités, chaque mot un rappel douloureux de la mascarade. Chaque mot de Claire était un coup de poignard silencieux dans le cœur de Camille, qui se sentait une impostrice, incapable de partager la joie sincère de sa sœur, un poids écrasant de culpabilité. Élodie, assise dans son fauteuil préféré, observait ses filles avec un sourire fatigué, mais heureux, les yeux brillants d'espoir. « Ta sœur est si radieuse, Camille. Et toi, ma fille, tu mérites aussi tout le bonheur du monde. Je suis sûre que ton petit ami va adorer l'île, la ville est si charmante. » La mention du « petit ami » fit se tordre l'estomac de Camille, un nœud d'anxiété se serrant. Elle força un sourire, un effort herculéen pour maintenir la farce, tandis que la culpabilité et la peur la rongeaient de l'intérieur, comme un poison lent. Cette nuit-là,
Camille ne put dormir. Les mots de Julien, l'image de son sourire moqueur, se répétaient en boucle cruelle dans son esprit, une torture incessante qui l'empêchait de trouver la paix. Elle tenta de penser à des alternatives, à d'autres personnes qui pourraient l'aider, mais le réseau de contacts de sa vie simple était limité, restreint à des personnes qui partageaient ses propres difficultés. Ses amis les plus proches, comme Sophie, son ancienne camarade de faculté, étaient dans des situations financières aussi précaires que la sienne, ou déjà engagés dans leurs propres drames et responsabilités. Demander une si grande faveur, qui impliquait un voyage et une performance complexe, semblait impossible, une montagne infranchissable. À chaque idée qui surgissait, une barrière infranchissable se présentait, bloquant tout chemin. La solitude de sa lutte était palpable, un poids qui l'empêchait de respirer, de trouver un soulagement. Elle se sentait acculée, sans issue, comme un animal blessé pris au piège, attendant le coup final. Le lendemain matin apporta une nouvelle vague d'humiliation, un rappel cruel de sa situation. Camille arriva au travail avec de profondes cernes, qui dénonçaient sa nuit agitée, et une sensation d'épuisement qui allait au-delà du physique, atteignant son âme. Julien était déjà dans son bureau, plongé dans ses papiers, comme si rien ne s'était passé, comme si la demande désespérée de la veille n'avait jamais existé. Il ne la regarda pas, ne fit aucune mention de la demande absurde de la veille, maintenant sa posture froide et distante. Son indifférence était presque plus douloureuse que le rejet explicite. C'était comme si elle n'avait aucune importance, comme si sa douleur était insignifiante, un simple détail dans son univers. Tandis qu'elle préparait le café de Julien, l'arôme amer du liquide emplissant l'air, Camille l'entendit au téléphone, parlant d'un important dîner d'affaires qu'il aurait ce soir-là, un événement de haut niveau. Il mentionna la nécessité d'un accompagnateur, quelqu'un qui pourrait impressionner ses partenaires, quelqu'un à la hauteur de sa réputation. L'ironie était cruelle, un coup bas du destin. Il refusait de l'aider dans son besoin le plus profond, dans son moment de plus grand désespoir, mais cherchait une compagnie pour un événement social trivial, une simple formalité. Camille sentit une pointe d'envie, un sentiment qu'elle détestait, qui la faisait se sentir petite et mesquine. Envie de la facilité avec laquelle il naviguait dans son monde, de la façon dont il pouvait acheter des solutions à ses problèmes, tandis qu'elle se noyait dans une mer de difficultés, luttant pour garder la tête hors de l'eau. Elle se demanda s'il avait seulement imaginé ce que c'était de se battre pour mettre de la nourriture sur la table, pour payer un loyer, pour maintenir la dignité d'une famille qui dépendait d'elle. Probablement pas. Il vivait dans une bulle de privilèges, où les problèmes étaient résolus par un coup de téléphone ou un chèque, où la vie était un jeu facile. Ce contraste, la différence abyssale entre leurs mondes, était un rappel constant de sa propre insignifiance à ses yeux, de sa position subalterne. Elle servit le café, les mains fermes, mais le cœur en morceaux, saignant en silence. Plus tard, Claire rappela, la voix plus désespérée que jamais, un cri de détresse. Madame Dubois avait appelé Élodie, demandant des détails sur la relation de Camille, ce qu'il faisait, où il vivait, avec une curiosité qui frôlait la méfiance. Élodie, dans son innocence et sa bonne foi, avait inventé d'autres histoires, tissant une toile encore plus complexe, mais Madame Dubois semblait méfiante, ses yeux perspicaces percevant les lacunes. « Camille, elle veut des photos. Elle a dit qu'elle voulait être sûre que tu étais heureuse, que tu n'étais pas seule. Elle vient à Nantes demain, avant que nous allions à Lille, pour nous aider avec les derniers préparatifs, et pour mieux te connaître. » La panique s'empara de Camille, un frisson dans le dos qui la paralysa. Des photos? Madame Dubois venant à Nantes? La farce était sur le point de s'effondrer de manière spectaculaire, dans un scandale public, et l'humiliation serait encore plus grande, insupportable. Elle sentit l'air manquer, la tête tournée, le monde autour d'elle perdant son focus. La situation avait atteint un niveau insoutenable, un point de non-retour. Elle avait besoin d'une solution, et elle en avait besoin maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Le temps s'épuisait, et à chaque seconde, l'abîme devenait plus profond, plus menaçant. La nouvelle de l'arrivée imminente de Madame Dubois, la grand-mère de Thomas, le fiancé de Claire, frappa Camille comme un coup de poing dans l'estomac, un choc qui la laissa sans voix. Elle sentit la panique se transformer en une vague de nausées, l'estomac se tordant dans un nœud d'anxiété qui la consumait de l'intérieur. Comment pourrait-elle maintenir la farce maintenant? Madame Dubois,
Une femme au regard perspicace et à l'esprit affûté, réputée pour ne rien laisser passer, démasquerait certainement le mensonge en quelques minutes, avec une facilité effrayante. L'image d'Élodie, au visage pâle et au cœur fragile, s'effondrant devant la vérité, était un tourment constant, une vision qui la hantait. Camille se retrouva piégée dans une toile de mensonges qu'elle n'avait pas tissée, mais qui menaçait maintenant de l'engloutir complètement, l'entraînant vers le fond. L'humiliation imminente ne serait pas seulement la sienne, mais celle de toute sa famille, un coup porté à la dignité de tous, et c'était un fardeau insupportable, un poids qui l'écrasait. Ce même après-midi, alors qu'elle tentait désespérément de trouver une solution, son esprit tourbillonnant à la recherche d'une issue, Camille entendit Julien au téléphone. Il parlait avec Antoine Lefebvre, son collègue et bras droit, de la difficulté de trouver un accompagnateur pour le dîner d'affaires de ce soir-là, un événement crucial. « Je ne sais pas, Antoine. Les options sont limitées. J'ai besoin de quelqu'un de présentable, discret et qui comprenne la dynamique d'un événement comme celui-ci. Je ne peux pas emmener n'importe qui, j'ai besoin de quelqu'un à la hauteur. » Les mots de Julien, bien que non dirigés vers elle, étaient un écho cruel de sa propre situation, un miroir qui reflétait sa douleur. Il cherchait une solution à un problème trivial, une simple formalité sociale, tandis qu'elle se noyait dans une mer de désespoir, luttant pour l'honneur de sa famille. L'ironie était si palpable que Camille sentit un frisson, un froid qui lui parcourut l'échine. Elle, qui était la personnification de la discrétion et de la compétence, l'assistante parfaite, avait été écartée sans même une seconde considération, sans aucune valeur. Camille sentit une pointe d'amertume, un goût aigre dans la bouche. Alors c'était ça. Un échange. Il n'avait pas agi par empathie sincère, par compassion, mais par commodité, par intérêt personnel. Cette petite lueur d'espoir qui avait surgi dans son cœur se réduisit en cendres, en poussière. Elle était, une fois de plus, un outil, une solution à l'un de ses problèmes, une pièce dans son jeu. L'humiliation, bien qu'évitée devant sa famille, se manifestait maintenant d'une manière différente, plus subtile, plus voilée, mais tout aussi douloureuse, une blessure qui saignait de l'intérieur. Elle était assez bonne pour être une fausse petite amie, pour ses affaires, pour ses apparences, mais pas pour sa vie personnelle, pour son cœur. Le contraste était cruel, une vérité qui la blessait. À la fin de la journée de travail, Camille rentra chez elle en traînant les pieds, le corps épuisé, l'esprit en lambeaux, comme un bateau à la dérive dans une tempête. Élodie et Claire étaient animées, les yeux brillants d'attente, préparant la maison pour l'arrivée de Madame Dubois, inconsciente de la tragédie imminente. « Camille, tu dois te reposer. Demain, Mamie Dubois arrive, et tu dois être magnifique pour ton petit ami, » dit Élodie, avec une lueur dans les yeux qui brisa le cœur de Camille, un rappel douloureux du mensonge. Claire, quant à elle, montrait des photos de la robe de mariée, parlait des détails de la fête, complètement inconsciente de la tempête qui se formait, de l'abîme qui s'ouvrait. Camille tenta de sourire, tenta de participer à leur joie, mais chaque rire, chaque commentaire sur le mariage, était un rappel douloureux de la farce qui était sur le point de s'effondrer, d'exploser en 1000 morceaux. Elle se sentait une fraude, une menteuse, et la culpabilité la consumait, rongeant son âme. Plus tard, alors qu'elle tentait d'organiser ses pensées, son esprit dans un labyrinthe sans issue, Camille reçut un appel de Sophie, son amie de longue date, sa confidente. Sophie, avec sa voix toujours animée et pleine d'énergie, demanda des nouvelles des préparatifs du mariage de Claire, et inévitablement, du petit ami de Camille. « Alors, ma belle, où est l'heureux élu ? Je veux le rencontrer. Claire m'a dit qu'il était canon, un vrai prince. » Camille sentit un nœud dans la gorge, les mots coincés. Elle ne pouvait pas mentir à Sophie, son amie de longue date, son âme sœur. Mais elle ne pouvait pas non plus dire la vérité, l'humiliation d'avoir été rejetée par Julien, la farce que sa mère avait créée, la honte. Elle inventa une excuse boiteuse, disant que son petit ami était en voyage d'affaires et qu'il ne pourrait peut-être pas venir au mariage, un mensonge qui la blessait. Le mensonge, dit à une amie, fit encore plus mal, un coup porté à sa propre intégrité. À chaque nouveau mensonge, Camille sentait un morceau de son âme se perdre, s'évanouir, et la honte la rongeait de l'intérieur, la laissant vide. La solitude était un lourd fardeau, et la sensation d'être acculée, sans issue, était accablante, un tourment sans fin. Le lendemain matin se leva gris, un miroir parfait de l'état d'esprit de Camille,
qui se sentait aussi nuageuse et sans couleur que le ciel. Madame Dubois, la grand-mère de Thomas, arriverait dans quelques heures, et la panique se transformait en une angoisse physique, une oppression dans la poitrine qui rendait la respiration difficile, comme si un poids énorme pesait sur elle. Camille tenta de s'habiller, mais chaque vêtement semblait la serrer, l'étouffer, chaque mouvement était un effort atroce, comme si son corps était lourd comme du plomb. Elle se regarda dans le miroir, voyant une étrangère aux yeux cernés, marquée par la nuit agitée, et une expression de défaite qui la faisait se sentir encore plus petite. Que dirait-elle? Comment agirait-elle? La farce était si fragile qu'elle semblait sur le point de s'effondrer d'un simple souffle, de la moindre brise. Elle sentait le poids de l'attente d'Élodie et de Claire, qui étaient radieuses de cette visite, inconscientes de la tempête qui approchait, de la tragédie imminente. Ce jour-là, Camille décida d'aller au travail plus tôt, cherchant un refuge temporaire dans la routine, dans la sécurité du connu. Elle espérait trouver le bureau vide, un endroit où elle pourrait respirer et tenter d'organiser ses pensées, son esprit en plein chaos. Mais, à sa surprise, Julien était déjà là, assis à son bureau, le visage sérieux, plongé dans d'importants documents, comme si le monde extérieur n'existait pas. Il la regarda du coin de l'œil, un regard rapide et impersonnel, dépourvu de toute émotion, avant de reporter son attention sur son travail, sur ses affaires. Camille sentit un frisson. Sa présence, si indifférente et distante, ne faisait qu'accentuer sa solitude, son sentiment d'abandon. Elle se demanda s'il se souvenait seulement de la demande désespérée qu'elle avait faite, de l'humiliation qu'elle avait subie. Probablement pas. Pour lui, ce n'était qu'un jour de plus, une série de rendez-vous de plus, un jour de plus dans sa vie parfaite. Tandis qu'elle préparait le café, l'arôme fort du liquide emplissant l'environnement, Camille entendit Julien au téléphone, parlant avec un client important, sa voix chargée d'autorité. Il parlait d'un projet ambitieux, de risques calculés et de récompenses grandioses, du monde des affaires qu'elle comprenait à peine. Sa voix était confiante, assertive, la voix de quelqu'un qui était en contrôle absolu de son propre destin, de sa propre vie. Camille sentit un contraste douloureux avec sa propre vie, où elle se sentait à la dérive, sans aucun contrôle, une feuille au vent. Elle était une pièce dans le jeu d'autres personnes, une marionnette de circonstances qui l'entraînait vers un abîme d'humiliation, sans pouvoir de choix. L'envie, un sentiment qu'elle luttait pour réprimer, pour cacher, bouillonnait à nouveau, un poison qui la consumait. Envie de sa liberté, de sa capacité à décider, à façonner son propre avenir, à être le maître de son propre destin. Plus tard, alors qu'elle révisait l'agenda de Julien, chaque rendez-vous un rappel de son monde distant, Camille vit un pense-bête pour le dîner d'affaires de ce soir-là. Le nom du restaurant, l'un des plus exclusifs et sophistiqués de Nantes, et la liste des invités, des figures éminentes du monde des affaires, ne faisaient que renforcer la distance abyssale entre leurs mondes. Elle imagina Julien, impeccable dans son costume parfaitement coupé, souriant et serrant des mains, tandis qu'elle serait chez elle, confrontée à la farce de Madame Dubois, à l'humiliation imminente. L'injustice était un nœud dans la gorge, un poids qui l'étouffait. Elle, qui était si compétente et dévouée, était reléguée à un rôle secondaire dans sa propre vie, tandis qu'il jouissait de toutes les opportunités, de tous les privilèges. À midi, le téléphone de Camille sonna, un son strident qui la fit sursauter. C'était Élodie, la voix étranglée par l'émotion, presque un murmure. « Camille, Madame Dubois est arrivée. Elle est si gentille, mais elle pose des questions sur toi. Elle a dit qu'elle voulait te rencontrer avant que nous allions à Lille. Elle veut déjeuner avec nous aujourd'hui, ici à la maison. Et elle a demandé si ton petit ami viendrait aussi. » Le cœur de Camille s'emballa, battant à tout rompre dans sa poitrine. Le temps était écoulé. La farce était sur le point d'être exposée, de s'effondrer dans un scandale public, et l'humiliation serait inévitable, accablante. Elle sentit un frisson dans le dos, un pressentiment de malheur, que le pire était à venir. Comment pourrait-elle échapper à ce piège? Il n'y avait plus de temps pour inventer des excuses, pour retarder l'inévitable. Elle était acculée, sans issue, et la honte la consumait complètement, la laissant vide et sans espoir. Camille raccrocha le téléphone, les mains moites, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, un tambour de panique. La voix animée d'Élodie, l'attente radieuse de Claire, tout se mélangeait dans un tourbillon de culpabilité et de panique, un remous d'émotion qui l'entraînait vers le fond. Madame Dubois était en route, et avec elle,
l'inévitable exposition de la farce, le démasquage public qu'elle redoutait tant. Elle devait rentrer chez elle, affronter ce qui allait arriver, mais l'idée de faire face au regard perspicace de la matriarche et à la déception de sa mère était un tourment, une torture qui la paralysait. L'humiliation ne serait pas seulement la sienne. Ce serait un coup porté à la dignité d'Élodie, qui avait menti avec les meilleures intentions, pour protéger ses filles, et au bonheur de Claire, dont le mariage pourrait être compromis, détruit. Camille sentit un frisson dans le dos, une sensation de détresse qui la laissait paralysée, incapable de réagir, de penser. Elle tenta de se concentrer sur les dernières tâches de la journée, mais les mots de Julien, prononcés la veille au matin, lui revinrent à l'esprit, un écho cruel. « J'ai mieux à faire que de participer à tes farces familiales. » Son indifférence était un mur infranchissable, une barrière de glace, un rappel constant de son insignifiance dans son monde, de sa position subalterne. Elle se demanda s'il imaginait seulement ce que c'était d'être dans une situation aussi désespérée, où l'honneur de la famille était en jeu, où tout pouvait s'écrouler. Probablement pas. Il vivait dans un univers où les problèmes étaient résolus avec de l'argent et de l'influence, d'un simple coup de téléphone, non pas avec des sacrifices et des mensonges désespérés, avec la douleur de l'âme. Cette perception la laissa encore plus isolée, plus seule dans sa bataille, dans sa lutte silencieuse contre le destin. Camille prit son sac, le corps lourd, l'esprit en lambeaux, comme un navire naufragé. En passant devant la porte du bureau de Julien, elle le vit à nouveau au téléphone, le visage sérieux, mais la voix chargée d'une urgence qu'elle n'avait jamais vue, une intensité qui la surprit. Il parlait d'un investissement à haut risque, de la nécessité de conclure une affaire cruciale avant la fin de la journée, un délai serré. « Antoine, il faut que tu finalises cette documentation. Nous ne pouvons pas rater cette opportunité. C'est un tournant pour l'entreprise, pour notre avenir. » L'intensité de sa conversation contrastait avec son propre désespoir silencieux, avec sa douleur muette. Il se battait pour des millions, pour un empire, pour le pouvoir. Elle, de son côté, se battait pour maintenir la dignité de sa famille, pour éviter une humiliation qui semblait inévitable, accablante. Elle sortit du bâtiment, le soleil éclatant de Nantes semblant se moquer d'elle avec sa luminosité, avec son éclat cruel. La circulation était chaotique, une mer de voitures et de klaxons, et chaque klaxon, chaque voiture pressée, semblait amplifier son anxiété, sa panique. Camille sentit un nœud dans la gorge, une envie incontrôlable de pleurer, de crier, de simplement disparaître, de s'évanouir de la surface de la terre. Mais elle ne pouvait pas. Elle était la forte, celle qui résolvait les problèmes, la forteresse de sa famille. Elle devait garder son calme, même si à l'intérieur elle s'effondrait, en morceaux. L'image de Madame Dubois, avec son regard pénétrant, la hantait déjà, une ombre qui la poursuivait. Comment inventerait-elle une excuse pour l'absence du petit ami? Comment maintiendrait-elle la farce devant quelqu'un d'aussi perspicace, d'aussi intelligent? En arrivant chez elle, l'odeur de café frais et de gâteau maison l'enveloppa, un arôme qui, normalement, apporterait du réconfort, de la chaleur, mais qui maintenant ne faisait qu'intensifier son angoisse, sa douleur. Élodie et Claire étaient dans le salon, radieuses, conversant avec animation avec Madame Dubois, inconsciente de la tempête qui approchait. La matriarche, une femme aux cheveux blancs bien coiffés et au sourire accueillant, mais aux yeux qui semblaient voir l'âme, qui lisaient les pensées, la reçut avec une étreinte chaleureuse, presque étouffante. « Ah, Camille! Que tu sois là, c'est merveilleux. Ta mère et ta sœur ont tant parlé de toi et de ton petit ami. J'ai hâte de le rencontrer. » Le sourire de Madame Dubois était doux, mais son regard fixe sur Camille était d'une curiosité presque inquisitrice, un rayon X dans son âme. Camille sentit son visage s'embraser, son cœur s'accélérer, battant fort dans sa poitrine. Elle força un sourire, les mots coincés dans sa gorge, incapable de parler. La farce était sur le point d'être démasquée, et l'humiliation, la douleur, la honte, seraient publiques et accablantes, un coup fatal. Elle était dans l'œil du cyclone, et il n'y avait nulle part où courir, nulle part où se cacher. Le sourire de Madame Dubois, bien que doux et accueillant, semblait une loupe implacable sur l'âme de Camille, exposant chaque nerf, chaque mensonge. Chaque question sur le petit ami était un coup de poignard silencieux, un coup qui la blessait profondément, et chaque regard de la matriarche, un rayon X qui menaçait d'exposer la farce dans sa totalité, la démasquant. Camille sentait la sueur froide couler dans son dos,
un frisson qui la paralysait, les mots coincés dans sa gorge, incapable de former une phrase cohérente. Elle tenta de balbutier une excuse sur le travail de Julien, sur un engagement inévitable, une réunion urgente, mais les mots sonnaient creux, sans conviction, comme un écho lointain. Élodie et Claire, percevant le malaise évident de leur sœur, tentaient d'intervenir, changeant de sujet, détournant l'attention, mais Madame Dubois était persistante, avec une curiosité qui frôlait l'investigation, une détermination à découvrir la vérité. L'humiliation était palpable, l'air lourd de la tension, de l'attente du désastre imminent. Tandis que Camille tentait désespérément de trouver une issue à la situation, son esprit en plein tumulte, l'impensable se produisit. La sonnette retentit. Un son ferme, inattendu, qui résonna dans la maison, brisant le silence tendu. Tous se regardèrent, confus, les yeux écarquillés. Personne n'attendait de visite. Élodie, avec un air de surprise, se leva pour ouvrir, curieuse. Camille sentit un frisson dans le dos, un étrange pressentiment, la sensation que quelque chose d'important était sur le point d'arriver. Qui cela pouvait-il être? Au milieu du chaos de ses pensées, elle entendit la voix d'Élodie, chargée de surprise et d'une touche de révérence, presque un murmure d'admiration. « Monsieur Moreau? Quelle surprise! Entrez, je vous en prie. » Le nom résonna dans le salon, glaçant le sang dans les veines de Camille, la paralysant. Julien? Ici? Chez elle? C'était incroyable, surréaliste. Julien Moreau entra dans le salon, impeccable dans son costume parfaitement coupé, exhalant une aura de pouvoir et de mystère, d'élégance et d'autorité. Ses yeux balayèrent l'environnement, se posant un instant sur Camille, qui était paralysée, le visage pâle, sans couleur, comme si elle avait vu un fantôme. Il ne sourit pas, mais il y avait une intensité dans son regard qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une profondeur qui l'intriguait. Élodie, Claire et Madame Dubois l'observaient avec un mélange de curiosité et d'admiration, presque de révérence, devant cet homme imposant. Julien, avec un calme surprenant, une contenance qui le rendait encore plus mystérieux, s'adressa à Élodie. « Bonjour, Madame Élodie. Je vous prie de m'excuser pour cette intrusion. Je suis Julien, collègue de Camille. Je suis venu chercher Camille. Nous avons eu un imprévu au travail et j'ai besoin de son aide de toute urgence. » Sa voix était ferme, mais il y avait une nuance, un ton que Camille ne parvenait pas à déchiffrer, un mystère dans ses mots. Camille sentit un choc électrique parcourir son corps, une vague d'adrénaline. Imprévu? Urgence? Il mentait. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'avait poussé à faire cela? Elle le regarda, cherchant une explication dans ses yeux, mais il garda une expression impénétrable, un mur qu'elle ne pouvait franchir. Madame Dubois, avec son regard perspicace, observait la scène avec une attention redoublée, ses yeux lisant chaque mouvement, chaque expression. « Collègue de travail ?» demanda la matriarche, d'un ton qui n'était pas de la méfiance, mais d'une curiosité aiguisée, de celle qui cherche la vérité. Julien, sans hésiter, se tourna vers Madame Dubois, et un léger sourire, presque imperceptible, apparut sur ses lèvres, un aperçu de quelque chose de nouveau. « Oui, Madame Dubois. Et, plus que cela. Camille et moi avons une relation qui va au-delà du professionnel. Je vous prie de m'excuser de ne pas être venu plus tôt, mais mon emploi du temps est assez compliqué, rempli d'engagement. » Les mots de Julien tombèrent comme une bombe dans le salon, explosant en surprise et en soulagement. Élodie et Claire se regardèrent, les yeux écarquillés de surprise et de soulagement, un poids énorme étant retiré de leurs épaules. Camille sentit son visage s'embraser, un mélange de honte et une pointe d'espoir qui surgissait dans son cœur. Il mentait, mais il mentait pour elle. Pourquoi ferait-il cela? Qu'est-ce qui l'avait fait changer d'avis si radicalement? Elle ne parvenait pas à comprendre, son esprit en plein tumulte. Julien, avec un naturel impressionnant, tendit la main à Camille, un geste qui la surprit. « Camille, ma chère, nous devons y aller. Le projet ne peut pas attendre. » Le mot « ma chère » fit faire un bond au cœur de Camille, battant à tout rompre. C'était une performance, elle le savait, mais la façon dont il l'avait dit, avec une telle conviction, la laissa étourdie, sans repère. Elle se leva, encore sous le choc, et prit sa main. Ce contact, inattendu et ferme, était le début de quelque chose de complètement nouveau,
quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. L'humiliation avait été évitée, mais la confusion et le mystère ne faisaient que commencer, tissant une nouvelle intrigue dans leur vie. Le contact de la main de Julien était ferme, presque protecteur, et Camille sentit un frisson parcourir son bras, un courant électrique qui la réveilla. Elle le suivit hors de l'appartement, laissant derrière elle les regards confus d'Élodie et de Claire, qui tentaient encore de comprendre ce qui s'était passé, et le regard encore plus perspicace de Madame Dubois, qui semblait avoir saisi plus qu'elle ne le disait. Le silence dans l'ascenseur était dense, chargé de questions non dites, de mystères qui planaient dans l'air. Camille ne parvenait pas à détourner son regard du profil de Julien, essayant de déchiffrer ce qui l'avait poussé à faire cela, à agir de manière si inattendue. Pourquoi lui, l'homme qui l'avait rejeté avec tant de mépris, avec tant de froideur, était-il maintenant là, faisant semblant d'être son petit ami, son sauveur? Son esprit était en plein tumulte, incapable de traiter le revirement inattendu, le changement radical dans sa vie. En arrivant au parking, Julien lui ouvrit la portière de la voiture, un geste de galanterie qui la prit par surprise, un acte qu'elle n'aurait jamais attendu de lui. Camille monta, encore sous le choc, et il fit le tour, s'installant au volant. Le moteur ronronna doucement, un son étouffé, et la voiture de luxe glissa dans les rues de Nantes, laissant derrière elle l'immeuble et la confusion. Le silence s'étira pendant quelques minutes, lourd, rempli de pensées non dites, jusqu'à ce que Camille, rassemblant tout son courage, toute sa bravoure, brise enfin la glace. « Pourquoi as-tu fait ça, Julien ? Pourquoi es-tu venu chez moi ? Pourquoi as-tu menti ?» Sa voix était un murmure, chargé d'un mélange de gratitude et d'indignation, de soulagement et de confusion. Julien garda les yeux fixés sur la route, le visage impénétrable, un masque d'indifférence. « Tu étais en difficulté, Camille. J'ai entendu l'appel de ta sœur. Et pour être honnête, je n'aime pas voir les gens dans des situations aussi embarrassantes, aussi désespérées. » Sa réponse était froide, presque mécanique, dépourvue d'émotion, mais il y avait une pointe de quelque chose que Camille ne parvenait pas à identifier, un mystère dans ses mots. Il ne semblait pas faire une faveur, mais plutôt remplir une obligation, un devoir. De plus, continua-t-il, la voix un peu plus douce, presque un murmure, j'avais besoin d'un accompagnateur pour le dîner d'affaires de ce soir. Et toi, Camille, tu es la personne la plus discrète et la plus compétente que je connaisse. Ce serait un échange équitable, un accord mutuellement bénéfique. Camille sentit une pointe de déception, un goût amer dans la bouche. Alors c'était ça. Un échange. Il n'avait pas agi par empathie sincère, par compassion, mais par commodité, par intérêt personnel. Cette petite lueur d'espoir qui avait surgi dans son cœur se réduisit en cendres, en poussière. Elle était, une fois de plus, un outil, une solution à l'un de ses problèmes, une pièce dans son jeu. L'humiliation, bien qu'évitée devant sa famille, se manifestait maintenant d'une manière différente, plus subtile, plus voilée, mais tout aussi douloureuse, une blessure qui saignait de l'intérieur. Elle était assez bonne pour être une fausse petite amie, pour ses affaires, pour ses apparences, mais pas pour sa vie personnelle, pour son cœur. Le contraste était cruel, une vérité qui la blessait. Ils se dirigèrent vers l'appartement de Julien, le luxueux Penthouse qu'elle connaissait si bien. Camille, encore étourdie, observait le paysage urbain défiler par la fenêtre, les lumières de la ville scintillant. La ville, autrefois le décor de ses luttes, semblait maintenant une scène pour cette farce inattendue, un drame qu'elle était sur le point de jouer. En arrivant au Penthouse, Julien la conduisit à l'une des chambres d'amis, un environnement élégant et impersonnel. « Tu peux te préparer ici. J'ai une robe qui pourrait te convenir. Elle a été achetée pour un événement et n'a jamais été portée. » Sa suggestion était pratique, mais Camille sentit un nœud dans la gorge. Une robe jamais portée, probablement d'une ex-petite amie ou d'une accompagnatrice qui l'avait écartée, qui avait été oubliée. Elle n'était qu'une de plus dans une longue liste, une remplaçante. Tandis qu'elle se préparait pour le dîner, Camille se regarda dans le miroir, voyant une étrangère reflétée. La robe, un modèle élégant et discret, tombait parfaitement sur son corps, mettant en valeur ses courbes. Elle se sentait une impostrice, vêtue de vêtements qui n'étaient pas les siens, jouant un rôle qui ne lui appartenait pas, un personnage dans une pièce. L'image de Julien, si distant et inatteignable, planait dans son esprit, une ombre qui l'accompagnait. Elle savait qu'elle entrait dans un monde qui n'était pas le sien,
un monde d'apparence et de commodité, de jeu de pouvoir. Mais, pour sa famille, pour Élodie et Claire, elle ferait ce qu'il fallait, elle se sacrifierait. La douleur de l'humiliation, bien que présente, était maintenant tempérée par une détermination silencieuse, une force qui surgissait d'elle. Elle serait la petite amie, parfaite, l'assistante impeccable, la femme dont il avait besoin pour cette nuit. Et, le lendemain, elle retournerait à sa propre vie, avec la dignité qui lui restait, la tête haute. Le dîner d'affaires dans le restaurant exclusif de Nantes était un spectacle de luxe et de pouvoir, une scène où l'élite de la ville se rencontrait. Camille, assise à côté de Julien, se sentait comme une actrice sur une grande scène, jouant un rôle qui ne lui appartenait pas, un personnage dans une pièce complexe. La robe, élégante et discrète, la faisait se sentir une impostrice, une intruse dans ce monde, mais la détermination d'honorer le sacrifice de Julien, même si c'était par pure commodité, la maintenait ferme, la posture droite. Elle observait Julien interagir avec les autres hommes d'affaires, sa posture confiante, son intelligence affûtée, sa capacité à dominer l'environnement. Il était un poisson dans son propre aquarium, nageant avec aisance dans une mer de requins, un maître dans son jeu. À chaque sourire forcé, à chaque commentaire sur leur relation, Camille sentait un nœud à l'estomac, une pointe d'anxiété, mais elle gardait son calme, son masque de sérénité. Julien, à la surprise de Camille, était un acteur convaincant, un maître dans l'art de la dissimulation. Il la présentait comme sa compagne, son inspiration, avec un naturel qui la laissait perplexe, sans voix. Il tenait sa main sous la table, un contact subtil qui semblait plus un rappel du rôle qu'elle devait jouer qu'un geste de tendresse, d'affection. Cependant, par moments, Camille sentait une chaleur étrange dans ce contact, une connexion inattendue qui la faisait remettre en question sa froideur initiale, la muraille qu'il avait érigée. Elle l'observait de près, remarquant des détails qu'elle n'avait jamais perçus au bureau. La façon dont ses yeux brillaient lorsqu'il parlait de ses projets, la passion contenue dans sa voix en discutant d'innovations technologiques, un aperçu de son âme. Il n'était pas seulement le patron froid et distant, il y avait là une profondeur qu'elle commençait à entrevoir, une complexité qui l'intriguait. Pendant le dîner, l'un des collègues de Julien, Antoine Lefebvre, s'approcha de la table, avec un sourire forcé. Il lança un regard curieux à Camille, un mélange de surprise et de méfiance, de jugement. « Julien, quelle surprise! Je ne savais pas que tu étais accompagné. Et Camille, notre assistante, n'est-ce pas ?» Le ton d'Antoine était chargé d'insinuation, de malice, et Camille sentit son visage s'embraser, la honte l'envahissant. Julien, cependant, garda son calme, son sang-froid inébranlable. Il sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et posa sa main sur le dos de Camille, un geste protecteur, presque possessif. « Antoine, s'il te plaît. Camille est bien plus que ma simple assistante. Elle est ma compagne. Et oui, elle est brillante dans tout ce qu'elle fait, une femme exceptionnelle. » Les mots de Julien, prononcés avec une fermeté inébranlable, avec une autorité qui n'admettait aucune contestation, firent taire Antoine, qui se retira d'un signe de tête, toujours avec un regard méfiant, mais sans oser contester. Camille sentit un mélange de soulagement et de confusion. Julien l'avait défendu, l'avait élevé, même si cela faisait partie de la farce, de la mise en scène. Ce geste, la façon dont il l'avait protégée du regard jugeur d'Antoine, l'atteignit d'une manière inattendue, touchant son cœur. Elle le regarda, et pendant un bref instant, leurs yeux se rencontrèrent, une rencontre d'âme. Il y avait quelque chose là, une étincelle, une compréhension silencieuse qui transcendait les mots, qui allait au-delà de la raison. Elle ne savait pas ce que c'était, mais elle sentit un tremblement dans son cœur, une émotion qui l'effrayait et la fascinait à la fois. Cet homme, qu'elle pensait si distant, révélait des couches qu'elle n'aurait jamais imaginées, une complexité qui l'attirait. À la fin du dîner, tandis que Julien prenait congé des invités, avec son élégance habituelle, Camille sentit une profonde fatigue, mais aussi une étrange sensation d'accomplissement, de devoir accompli. Elle avait rempli son rôle, avait aidé Julien lors de son dîner d'affaires, et, plus important encore, avait évité l'humiliation de sa famille, la sauvant du scandale. Dans la voiture, en route vers le Penthouse, le silence était différent. Il n'était plus lourd, oppressant, mais plutôt un silence confortable, rempli de pensées non dites, d'une nouvelle connexion. Camille regarda Julien, qui conduisait avec la même concentration que d'habitude,
mais avec une aura différente. Elle se demanda ce qu'il pensait, ce qui l'avait poussé à cette attitude si inattendue, à ce revirement. La farce ne faisait que commencer, mais elle changeait déjà la dynamique entre eux d'une manière que Camille ne pouvait prévoir. La ligne entre la performance et la réalité commençait à s'estomper, et le mystère autour de Julien ne faisait que grandir, le rendant encore plus intrigant. Le voyage vers l'île, dans la voiture de luxe de Julien, était un étrange mélange de tension et d'anticipation, comme s'ils étaient au bord d'un précipice, sans savoir ce qui les attendait. Camille, assise à côté de lui, observait le paysage rural défiler par la fenêtre, les fermes et les petites villes remplaçant l'agitation frénétique de Nantes, un décor qui se transformait. Le silence entre eux n'était plus le silence lourd de l'indifférence, de la distance, mais un silence confortable, rempli de pensées non dites et d'une curiosité croissante, une attraction mutuelle. Julien, au volant, semblait plus détendu, moins l'homme d'affaires froid et calculateur du bureau, révélant un côté plus humain. Il fit même quelques commentaires sur le paysage, sur la beauté de la campagne, quelque chose que Camille n'aurait jamais attendu de lui, une agréable surprise. Elle sentait qu'elle voyait un côté différent de Julien, un côté plus humain, plus sensible, qui l'intriguait profondément, qui l'attirait. Pendant le trajet, ils répétèrent leur histoire, comme deux acteurs se préparant pour une pièce importante. Julien, avec un sérieux surprenant, posa des questions sur la famille de Camille, sur les détails du mariage, sur ce qu'il devait savoir pour être le « petit ami » parfait, le rôle qu'il jouait. Camille, à son tour, expliqua les nuances de la dynamique familiale, l'importance d'Élodie, la personnalité de Claire, la rigidité de Madame Dubois, chaque détail crucial pour la farce. À chaque question et réponse, ils se connaissaient un peu plus, non pas comme patron et assistante, mais comme deux étrangers qui étaient sur le point de s'embarquer dans une farce complexe, dans une aventure inattendue. Camille sentit une étrange intimité surgir entre eux, une connexion forgée dans le besoin et la complicité, un lien invisible qui les unissait. En arrivant à l'île, la petite ville était en fête, vibrant de la joie du mariage. La maison de Claire et Thomas était décorée avec soin, avec des fleurs et des lumières, et la famille les reçut avec des embrassades chaleureuses et des regards curieux, qui tentaient de déchiffrer la nouvelle dynamique. Élodie et Claire étaient radieuses, soulagées et heureuses de voir Julien aux côtés de Camille, la farce fonctionnant parfaitement. Madame Dubois, avec son regard perspicace, observait l'interaction entre eux avec une attention redoublée, comme une détective, mais un sourire satisfait flottait sur ses lèvres, un signe d'approbation. Julien, à la surprise de Camille, s'intégra parfaitement dans le rôle. Il était charmant, attentionné, et traitait Camille avec une tendresse qui semblait sincère, qui la faisait remettre en question la réalité. Il conversait avec la famille, faisait des blagues, et aidait même aux derniers préparatifs, montrant un côté qu'elle n'aurait jamais imaginé. Camille l'observait, perplexe, sentant son cœur s'accélérer à chaque geste, à chaque mot de sa part, une émotion qui l'envahissait. Le mariage de Claire et Thomas fut un événement émouvant, rempli de joie et de célébration. Camille, aux côtés de Julien, se sentait faire partie d'un rêve qu'elle avait aidé à construire pour sa sœur, un moment de pur bonheur. Pendant la fête, dans un moment de détente, l'orchestre commença à jouer une musique romantique et le maître de cérémonie annonça un jeu. Maintenant, un baiser pour les couples amoureux. Tous les couples sur la piste de danse s'embrassèrent, et les yeux de tous se tournèrent vers Camille et Julien, avec attente. Camille sentit son visage s'embraser, son cœur battant à tout rompre, un mélange de panique et d'anticipation. Elle regarda Julien, qui la regarda en retour, un éclat intense dans ses yeux, une promesse silencieuse. Julien, sans hésiter, se pencha et l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser de comédie, un baiser protocolaire, un simple accomplissement d'un rôle. Ce fut un baiser doux, prolongé, qui transmettait un mélange de surprise, de tendresse et une passion contenue, une explosion de sentiments. Camille sentit un choc électrique parcourir son corps, une vague de sensations qui la laissa sans voix, sans repère. Elle ferma les yeux, s'abandonnant au moment, oubliant la farce, le public, tout autour d'elle. Ce baiser, inattendu et accablant, révéla des sentiments qu'elle ne savait pas exister, des sentiments qui transcendaient la commodité et le besoin, qui allaient au-delà de la raison. Quand ils se séparèrent, les applaudissements de la famille résonnèrent dans la salle, mais Camille ne pouvait voir que les yeux de Julien, qui la regardait avec une intensité qui la fit trembler. La farce était devenue réelle,
et le monde de Camille ne serait plus jamais le même, transformé pour toujours. Le baiser de Julien brûlait encore sur les lèvres de Camille, une flamme inattendue qui avait allumé quelque chose de profond en elle, une passion qu'elle ne savait pas exister. La fête continuait autour d'eux, avec la musique et les rires, mais le monde semblait s'être réduit à eux deux, à un univers particulier. Les yeux de Julien, fixés sur les siens, transmettaient une intensité qui la désarmait complètement, qui la laissait vulnérable. Elle sentait son cœur battre à tout rompre, un mélange de peur et d'une euphorie qui la laissait sans souffle, sans air. La farce s'était effondrée, révélant une vérité qu'elle n'osait même pas rêver, un amour qui surgissait de l'inattendu. Ils s'éloignèrent lentement, les applaudissements de la famille résonnant au loin, étouffés, et un silence chargé de signification s'installa entre eux, un silence qui en disait plus que 1000 mots. Plus tard, déjà dans la maison de Claire, où la famille était hébergée, Camille et Julien se retrouvèrent dans un coin plus réservé, loin des regards curieux et des commentaires. La nuit était étoilée, avec un ciel limpide et brillant, et l'air frais de l'île apportait un soulagement bienvenu à la tension qui les enveloppait, qui les consumait. Camille, encore étourdie, l'esprit en plein tumulte, fut la première à parler, la voix un murmure, presque inaudible. « Julien, qu'est-ce que c'était ? Pourquoi m'as-tu embrassé de cette façon ?» Elle avait besoin de réponses, elle avait besoin de comprendre ce qui s'était passé, ce que ce baiser signifiait. Julien la regarda, et pour la première fois, Camille vit une vulnérabilité dans ses yeux, une hésitation qui humanisait l'homme d'affaires froid et distant, révélant un côté qu'elle ne connaissait pas. Il inspira profondément, et ses mots sortirent d'un ton bas, mais fermes, chargés d'émotion. « Camille, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce n'était pas prévu. Mais, quand je t'ai embrassé, je n'ai pas eu l'impression de faire semblant. J'ai ressenti quelque chose de réel, quelque chose qui m'a pris par surprise. » Sa confession frappa Camille comme une vague, un choc qui la fit trembler. Elle sentit un frisson parcourir son corps. Lui aussi l'avait ressenti. Ce n'était pas seulement une illusion de sa part, une fantaisie. « Moi non plus, je n'ai pas eu l'impression de faire semblant, Julien, » avoua-t-elle, la voix étranglée par l'émotion, presque un sanglot. « Je ne sais pas quoi penser, quoi faire avec ça. » Le regard de Julien s'intensifia, se fixant sur le sien. « Je sais quoi penser, Camille. Je suis tombé amoureux de toi. Follement amoureux. » Ces mots, directs et inattendus, firent tourner le monde de Camille, comme si elle était dans un carrousel d'émotions. Amoureux ? Lui ? L'homme qui l'avait rejeté avec tant de mépris, avec tant de froideur, était maintenant là, déclarant son amour. C'était surréaliste, incroyable, un rêve qu'elle n'osait pas rêver. Elle sentit un mélange de joie et de peur. Peur des barrières, des différences sociales, de son monde qui semblait si distant du sien, si inatteignable. « Julien, nous venons de mondes si différents. Je suis ton assistante. Ta famille, ma famille. » Elle tenta d'argumenter, tenta de trouver des raisons de reculer, mais il l'interrompit, tenant ses mains avec fermeté, avec tendresse. « Je sais, Camille. Je sais tout cela. Mais ce que je ressens pour toi est réel. Et je suis prêt à affronter tout ce qu'il faudra pour essayer. Toi, serais-tu prête à essayer aussi ? À tout risquer ? » Camille regarda leurs mains entrelacées, sentant la chaleur de son contact, la connexion qui les unissait. Cet homme, qui était auparavant la personnification de l'indifférence, de la froideur, était maintenant là, lui offrant un avenir, un amour qu'elle n'aurait jamais imaginé, un conte de fées. Elle pensa à Élodie, à Claire, à la dignité qu'elle avait tant lutté pour protéger, pour maintenir. Et maintenant, voici la chance d'un bonheur qui n'était qu'à elle, un cadeau du destin. Elle inspira profondément, sentant une nouvelle force surgir en elle, un courage qu'elle ne savait pas posséder. « Oui, Julien. Je suis prête à essayer. Prête à tout risquer pour nous. » Un sourire, le premier sourire sincère qu'elle voyait sur lui, illumina le visage de Julien, le transformant. Ce moment, la confession mutuelle, la décision de risquer, était le début d'un nouveau voyage, plein d'incertitudes, mais aussi d'un espoir accablant. La farce était terminée, et l'amour, inattendu et puissant, avait trouvé son chemin, fleurissant dans leur cœur. La confession d'amour sous le ciel étoilé de l'île avait scellé un pacte silencieux entre Camille et Julien, un engagement qui transcendait les mots.
La décision d'essayer, de tout risquer pour un sentiment qui avait fleuri au milieu d'une farce, était un tournant dans leur vie, un point de non-retour. Le lendemain matin, en prenant congé de la famille de Camille, Madame Dubois, avec un sourire énigmatique et un regard de sagesse, serra la main de Julien. « Prenez bien soin de notre Camille, mon garçon. Elle mérite tout le bonheur du monde, et je vois que vous pouvez le lui donner. » Les mots de la matriarche, chargés d'une sagesse ancestrale, étaient une reconnaissance tacite de la vérité qu'elle avait perçue, de la connexion qui les unissait. Élodie et Claire, radieuses, embrassèrent Camille, les yeux embués de joie de la voir enfin heureuse, avec un éclat différent dans le regard. Le retour à Nantes fut différent. Le silence dans la voiture était maintenant celui de la complicité, de plans murmurés et de regards échangés, d'un avenir qui se dessinait. Camille et Julien parlèrent de l'avenir, des défis qu'ils auraient à affronter, des barrières sociales qu'ils devraient franchir. Camille exprima ses peurs concernant la différence de leur monde, le jugement social, la perception d'être l'ancien employé, dans son nouveau rôle, l'insécurité qui la hantait. Julien, avec un sérieux qui la calmait, d'une voix ferme et protectrice, lui assura qu'il serait à ses côtés, qu'ils affronteraient tout ensemble, main dans la main. Il l'encouragea à reprendre ses rêves, à étudier les soins infirmiers, à construire sa propre carrière, loin de son ombre, afin qu'elle puisse briller par elle-même. Ce soutien, cette croyance inébranlable en son potentiel, était un baume pour l'âme de Camille, une injection de confiance. Camille, avec un courage renouvelé, prit une décision importante, un pas crucial vers son indépendance. Elle quitta son emploi d'assistante personnelle de Julien. Non par manque de gratitude, mais pour construire sa propre indépendance, afin que leur relation puisse s'épanouir sur un terrain d'égalité, loin des anciennes dynamiques de pouvoir et de subordination. Julien, comprenant son besoin, la soutint inconditionnellement, lui offrant tout le soutien nécessaire pour qu'elle puisse étudier et se consacrer à sa nouvelle passion, les soins infirmiers. Elle resta dans le Penthouse, mais maintenant comme sa compagne, sa partenaire, son égale, et non plus comme son employée. La transition fut difficile, pleine d'adaptation, mais chaque pas était un témoignage de l'amour et du respect mutuel qui grandissait entre eux, les renforçant. Le premier grand défi survint lorsque Julien l'invita à un gala de bienfaisance, l'un des plus importants de l'élite de Nantes, un monde qu'elle ne connaissait pas. Camille hésita, la peur du jugement social, de la perception d'être une intruse dans un monde qui n'était pas le sien, la paralysa. « Julien, je ne sais pas si j'y arriverai. Les gens, ils vont me regarder, ils vont commenter. Je n'appartiens pas à ce monde, je ne m'y intègre pas. » Son insécurité était palpable, visible dans ses yeux. Julien, cependant, l'embrassa, ses yeux transmettant une force inébranlable, une certitude. « Tu m'appartiens, Camille. Et je t'appartiens. Peu importe ce que les autres pensent. Nous affronterons cela ensemble, la tête haute. » Ce moment, la décision de lutter côte à côte, solidifia leur engagement, le rendant incassable. Ils commencèrent à fréquenter les mondes l'un de l'autre, surmontant progressivement les barrières sociales, les différences qui semblaient auparavant infranchissables. Camille présenta Julien à ses amis, à Sophie, qui le reçut avec surprise et joie, voyant la transformation de son ami. Julien, à son tour, l'emmena à des événements sociaux, la présentant avec fierté comme sa compagne, sa partenaire de vie. À chaque nouveau pas, à chaque nouveau défi surmonté, leur amour se renforçait, s'approfondissait. Camille, finalement, se permit d'arrêter d'avoir peur. Elle accepta l'amour de Julien corps et âme, reconnaissant sa propre valeur et le bonheur qu'elle méritait, qu'elle avait conquis. Cette nuit-là, sur le balcon du Penthouse, avec les lumières de Nantes scintillant au loin, Julien l'embrassa, et leurs yeux se rencontrèrent, un éclat d'amour. « Je t'aime, Camille », murmura-t-il, et elle répondit avec la même intensité, avec la même passion. « Je t'aime aussi, Julien. » Ils dormirent ensemble pour la première fois comme un couple amoureux, l'abandon mutuel scellant un engagement qui transcendait les différences sociales et les peurs du passé, un nouveau commencement. Le lendemain matin, le soleil envahissait la chambre, les illuminant tous les deux, qui s'étreignaient dans un sommeil tranquille, serein. L'avenir était incertain, comme toujours, mais la certitude de l'amour qui les unissait était inébranlable, un rocher au milieu de la tempête.
Ils avaient trouvé l'un en l'autre la force de surmonter les adversités, de construire un avenir où les différences n'étaient pas un obstacle, mais plutôt la base d'une histoire d'amour unique et vraie, un roman épique. L'humiliation s'était transformée en victoire, la douleur en dépassement, et l'invisibilité en un amour qui brillait plus fort que les lumières de la ville, plus intense que n'importe quelle étoile. La véritable dignité ne réside pas dans le fait d'éviter l'humiliation, mais dans la force de la surmonter, permettant à l'amour et à la persévérance de construire un avenir où les différences deviennent le fondement d'une connexion incassable, un lien éternel.